Bien, nous allons commencer. Chers collègues, nous poursuivons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant M. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ministre de l'Éducation de mai 2017 à mai 2022, vous êtes de loin celui qui a occupé ces fonctions le plus longtemps au cours des dernières années. Vous avez conduit de nombreuses réformes pendant ce quinquennat, parmi lesquelles celle de l'inspection générale, qui interroge dans la mesure où elle a eu notamment pour conséquence de réduire fortement l'indépendance des membres de l'inspection générale. Nos travaux ont montré à quel point les rôles des inspecteurs d'académie et de l'inspection générale sont centraux pour assurer un meilleur contrôle de ce qui se passe dans les établissements scolaires, publics comme privés. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis elle sera consultable en vidéo et elle fera l'objet également d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange va prendre la forme de questions et de réponses. Je vous poserai la première question et je donnerai la parole à nos rapporteurs Violette Spilbou et Paul Vanier pour les questions suivantes. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Monsieur le ministre, à lever la main droite et à dire « je le jure » en appuyant sur le micro, s'il vous plaît. Je le jure. Je vous remercie. Donc je vous poserai juste une première question avant de céder la parole au rapporteur. Lorsque vous étiez ministre de l'Éducation, à quelle occasion et dans quel contexte avez-vous eu à traiter la question des violences commises par des adultes encadrants sur des enfants qui étaient élèves donc en milieu scolaire? Bien, merci Madame la Présidente. Simplement un point dans ce que vous venez de dire, quand vous dites que la réforme de l'inspection générale a réduit l'indépendance de l'inspection, je ne vois vraiment pas ce qui vous permet de dire ça. C'est une fusion de l'ancienne IGAENR et de l'ancienne inspection générale de l'éducation nationale, dont l'esprit principal de transformation a été justement de mieux articuler les enjeux de contrôle, disons, administratif et les enjeux de contrôle pédagogique et éducatif. Donc c'était fait pour décloisonner, c'était fait aussi pour décloisonner ce qui se passe en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement scolaire, puisque c'était auparavant ce qu'on appelait l'IGAENR, donc qui ne s'occupait que d'enseignement supérieur, alors que désormais, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Par-dessus le marché, ça a été l'occasion aussi de fusionner avec l'inspection générale pour jeunesse et sport, et les bibliothèques aussi d'ailleurs, de sorte qu'on a maintenant une inspection générale unifiée qui, à mes yeux, c'est une réforme réussie. On peut toujours lui trouver des failles, bien sûr, mais même par rapport à l'objet qui nous occupe aujourd'hui, ça permet d'avoir une plus grande pluridisciplinarité, une vision plus transversale. Et la question de l'indépendance n'a changé ni en plus ni en moins avec cette réforme. Sur la question que vous me posez, c'est-à-dire le fait de savoir ce qu'on a fait finalement, je dis on parce que c'est quand même toujours un travail collectif, même si c'est sous l'impulsion du ministre, pour le contrôle de la violence dans les établissements scolaires. Peut-être la première chose à dire, la chose la plus notable, c'est que précisément en arrivant, il m'a semblé que le système était insuffisant. Je le connaissais assez bien pour avoir été recteur auparavant et directeur général de l'enseignement scolaire. Et ce système, comme vous le savez, reposait essentiellement sur deux piliers, qui était le système Civis, qui est un système par échantillon, qui lui-même avait fait l'objet de beaucoup de débats dans le passé. Il faut s'en souvenir aussi, parfois, pour remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire qu'on avait peur de classement des établissements en fonction de la violence scolaire, donc ça faisait peur d'évaluer la violence des établissements pour ne pas stigmatiser. Et puis, il y a eu ensuite, donc c'est toujours par étapes qu'on voit quelques progrès, ce qu'on appelle fait établissement. Et fait établissement était, à l'époque où c'était fait, nettement avant que je sois ministre, un progrès aussi dans la mesure où c'était déjà plus exhaustif, c'était pas par échantillon, mais c'était rectorat par rectorat, et ça
malgré tout, il demeurait une forme d'hétérogénéité et d'imperfection dans la remontée, mais c'était quand même un progrès par rapport au système précédent. Et lorsque je suis arrivé, il m'a semblé qu'il était indispensable d'avoir une forme de vision nationale du sujet, plus complète, et notamment une plus grande exhaustivité autant que possible des faits les plus graves. Et c'est pourquoi une des premières choses que j'ai faites en arrivant, parmi les premiers actes que j'ai posés, il y a eu la création donc, de la remontée quotidienne des faits les plus graves, ce qui fait qu'il y a une sorte de troisième pilier dans cette capacité à regarder ce qui se passe dans les établissements qui a été créé. Je l'ai fait donc dans un esprit de lutte contre toutes sortes de violences, hein, les violences en général, et avec l'idée aussi d'être capable d'avoir une vision de crise. Et donc on a créé une cellule de crise au ministère. C'est très, très concret, c'est une salle qu'on a créée au ministère, j'ai aussi souhaité nommer un préfet à la tête de cette cellule, de façon à ce que ceci favorise les liens avec le ministère de l'Intérieur et qu'il y ait une meilleure coopération scolaire, justice, police. Ce triangle-là, police, justice, éducation nationale, est un triangle clé pour la sécurité en général, pour tous les enjeux de sécurité. Et je crois pouvoir dire qu'il s'est nettement amélioré à cette occasion. Et que c'est à partir de là qu'un ministre de l'Éducation nationale, et c'est normalement toujours le cas aujourd'hui, a tous les soirs sur son bureau les faits les plus graves qui arrivent. Et donc ces faits sont très nombreux, hein, malheureusement, même quand ils sont triés en fonction de leur gravité. À noter d'ailleurs que cette gravité, elle est jugée par les recteurs, et donc généralement, en fait, c'est les directeurs de cabinet, directrices de cabinet, directrices qui font ce travail. Et donc, on a plusieurs dizaines de cas chaque soir sur le bureau du ministre. Je vous remercie. Je pense qu'on reparlera des systèmes d'inspection et des inspections, mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette réforme, on n'a plus le corps des inspecteurs indépendants. Ah, si. Ou alors vous faites référence peut-être à la réforme de la fonction publique, oui, de la haute fonction publique voulue par le président de la République, là, qui est oui, transversale à tous les corps d'inspection. Oui, mais c'est un changement que vous n'avez pas initié, mais qui est notable. Alors, on peut en parler si vous voulez, j'ai aucun problème, parce qu'on peut... Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Je ne sais pas si on peut dire que ça nuit à l'indépendance des inspecteurs généraux. Ça, alors, là aussi, l'état d'esprit, c'est quand même la transversalité, c'est-à-dire qu'on les on les met dans la possibilité d'être administrateurs de l'État et donc d'avoir d'autres moments de carrière que celui d'inspecteur général. Une plus grande fluidité à l'intérieur de la haute fonction publique. Les arguments en faveur de ça, vous les voyez bien, c'est notamment pour permettre à tout le monde, en l'occurrence les inspecteurs généraux, d'avoir une expérience plus variée, une carrière plus riche, et ce faisant, s'ils redeviennent inspecteurs généraux, d'avoir aussi un regard peut-être plus nourri sur les réalités qu'ils ont examinées. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ça a ni augmenté ni baissé l'indépendance des inspecteurs généraux. Je pense d'ailleurs que plusieurs rapports d'inspection générale sont la démonstration d'une forme d'indépendance de l'inspection générale. Bien, je donne la parole au rapporteur Vannier. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais commencer par vous adresser une série de questions qui portent sur les enjeux du contrôle de façon générale, en revenant sur cette réforme de l'inspection générale de 2019. Vous avez commencé à l'évoquer, vous nous avez rappelé qu'elle avait conduit à la fusion de corps d'inspection. Est-ce que cette réforme a aussi fait évoluer les méthodes de travail et d'animation des membres de cette nouvelle inspection générale, rapportant ces nouvelles méthodes à celles qu'ils avaient dans leur corps précédent? Certainement, au sens où ça a créé plus de pluridisciplinarité, pour reprendre ça, et notamment une chose que j'avais à cœur, si vous voulez, c'est dès le début, j'ai été ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, même si le mot de la jeunesse n'était pas d'abord dans mon intitulé, puis ça l'a été, puis il y a eu les sports à partir de 2020. Et donc, or, j'ai toujours eu comme conviction sur ces questions qu'il faut avoir une vision complète du temps de l'enfant et que c'est très bon que le ministre de l'Éducation nationale puisse avoir la jeunesse et, si possible, les sports aussi dans sa sphère, parce que ceci, et le tout avec un lien très fort avec le ministère de la Culture, hein, si on veut
avoir une vision complète, de façon à avoir une vision du temps de l'enfant, scolaire, périscolaire, extrascolaire. Et d'ailleurs, par rapport au sujet qui vous occupe beaucoup, c'est-à-dire la question des violences sexuelles et des violences en général et sexuelles en particulier, on sait bien que justement cette vision complète, elle est nécessaire parce que c'est malheureusement dans ces différents champs du temps de l'enfant que les pires choses peuvent se passer. Donc avoir la vision complète, c'est déjà important de la part du ministre, mais c'est vrai aussi de la part de l'inspection générale. Et donc c'est cela qui a permis d'abord et avant tout cette réforme. Donc en effet, une évolution des méthodes, y compris pour que, par exemple, lorsque les inspections, qui la plupart du temps, presque toujours, sont collégiales, avec au moins 2 personnes et souvent plus, eh bien, ce soit plusieurs regards venus et parfois un regard un peu innocent, si je puis dire, un regard de quelqu'un qui n'est pas vraiment spécialiste, qui est spécialiste d'un autre champ, mais qui vient appuyer le regard de ceux qui connaissent bien. Et c'est souvent... après, chaque inspection est composée par l'inspection générale elle-même. Par exemple, le ministre ne se mêle absolument pas de qui vont être les inspecteurs généraux qui le font. En revanche, la doyenne de l'inspection, ou le doyen, ou les responsables, vont composer ça d'une manière méthodique pour qu'il y ait une pertinence de l'équipe. D'accord, donc de la transversalité, de la transdisciplinarité. N'y a-t-il pas aussi une évolution notable dans le passage des doyens, qui jusqu'ici animaient ces équipes d'inspecteurs généraux, à celui des chefs de service? Et qu'est-ce que cette évolution manifeste? Alors, après, pour tout ce qui a trait à l'interne de l'inspection générale, une démonstration du fait qu'il y a une grande indépendance, c'est qu'en réalité, je ne me suis pas tellement mêlé de la question de l'organisation interne de l'inspection générale. L'inspection générale, depuis qu'elle existe historiquement, elle est dans ce rôle un peu comme d'autres structures, comme par exemple le Conseil d'État, qui est à la fois juge et conseil du gouvernement, mais qui sait faire les deux, de même qu'on a le parquet, le siège, etc. L'inspection générale, elle a cette dimension multiple. Mais sur son organisation interne, le ministre intervient peu ou pas du tout même. Et c'est d'ailleurs volontaire pour laisser l'inspection générale vivre en tant que corps qui doit avoir sa forme d'autonomie, son regard autonome. Ah, pardon. J'entends, mais j'imagine que c'est votre volonté, vous qui êtes à l'origine de cette réforme, de remplacer ces doyens, qui sont au fond des inspecteurs généraux parmi d'autres, par des chefs de service. Par chef, on entend autorité hiérarchique. Elle peut être d'ailleurs tout à fait utile, mais c'est peut-être cette autorité hiérarchique d'un inspecteur sur les autres qui peut poser la question de l'indépendance. Je vais illustrer cette réflexion. Nous avons, dans le cadre de nos précédentes auditions, abordé le cas de l'inspection générale de l'établissement Stanislas, qui nous a conduit à interroger le fonctionnement de la mission de l'inspection générale. Dans le cadre de ces questionnements, nous avons reçu 2 courriers de 2 inspectrices générales qui interrogent sur la façon dont elles ont pu pleinement, entièrement exercer leurs prérogatives professionnelles, pointant, mais nous aurons une audition qui l'éclairera, la responsabilité éventuelle de celui qui animait, pilotait, organisait ce groupe d'inspecteurs dans la modification de la lettre de transmission au ministre qui accompagne le rapport de l'inspection générale, faisant profondément évoluer le regard sur ce rapport. Donc on a là un inspecteur qui a un pouvoir hiérarchique sur ses collègues, qui l'exerce jusqu'à manifestement ne pas suivre l'interprétation de ses collègues. Est-ce que cette situation, elle naît de la réforme de 2019 qui fait de certains des inspecteurs généraux les chefs de leurs collègues? Je ne crois pas du tout. Je ne semble pas du tout, même si peut-être d'autres que moi auraient un regard encore plus aiguisé là-dessus. Mais d'abord, avant la réforme, le responsable de l'IGA-ENR s'appelait chef de service. Et je crois que si on a parlé ensuite, et là je peux me tromper dans ce que je vous dis, parce que honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une réelle piste dans ce qu'on est en train de dire là. Il y avait donc le doyen ou la doyenne de l'inspection générale et chef de service de l'IGA-ENR. On a fusionné les deux, et je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, qu'on s'est mis à fusionner les 2 termes en faisant la réforme. Mais ça n'a pas... Par ailleurs, l'inspection générale, là aussi, si ma mémoire est bonne, avant la réforme, elle avait aussi, bien entendu, sa structuration interne, comme n'importe quel corps qui comprend
des dizaines et dizaines, voire centaines même, puisqu'on est autour de 200 personnes. Et donc il faut bien des responsables, mais pour connaître un peu quand même l'inspection générale et les inspecteurs généraux, je peux vous dire qu'il y a très forte autonomie de chacun et qu'elle est tout à fait comparable à ce que vous trouvez dans des organisations de ce type. Et l'inspection générale, à ce titre, peut se comparer davantage à un corps enseignant, on va dire, ce qu'on peut retrouver à l'université ou ailleurs. Alors bien sûr, il y a un minimum de hiérarchie nécessaire, mais personne n'a jamais pensé que l'inspection générale péchait par un système hiérarchique trop fort. Je pense que j'ai jamais senti ça. Après qu'il y ait des dissensions internes sur telle chose, c'est ce qui arrive n'importe où, à l'inspection générale comme ailleurs. Très bien, je passe à un autre sujet. Votre passage rue de Grenelle est notamment marqué par le développement du contrôle des établissements privés hors contrat. Est-ce que vous pourriez revenir sur le contexte dans lequel vous engagez cette politique, sur les moyens dont vous dotez le ministère de l'Éducation nationale pour assumer cette mission, et sur les motivations qui vous poussent à agir dans cette direction? Oui, vous avez raison de dire que ça a été un des marqueurs, évidemment pas le principal, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité, cette question-là, puisqu'au fond, je pouvais faire le constat en 2017 qu'il était plus facile en France d'ouvrir une école que d'ouvrir un bar. Et plus difficile de fermer une école que de fermer un bar. Et ça ne va pas. Enfin, au fond, ce qui commande philosophiquement tout ce que j'ai pu faire sur ces sujets, c'est évidemment l'intérêt de l'enfant et le fait qu'il ne doit pas y avoir d'angle mort du regard public sur ce qui se passe pour l'enfance. J'ai d'ailleurs eu à franchir beaucoup d'obstacles pour mener la politique que vous êtes en train de signaler, et qui inclut aussi ce que j'ai pu faire sur l'instruction à domicile et ce type de sujet. C'est-à-dire que pour moi, il faut, et c'est particulièrement vrai pour tous les mineurs, a fortiori pour les mineurs les plus jeunes, avoir un regard sur ce qui se passe, tout simplement. Ça ne peut pas être laissé dans une espèce d'anarchie impossible. Ça peut se discuter, même philosophiquement, mais en tout cas, ma conviction est celle-ci. Et donc, ça a nourri toute une série de mesures, mais que j'ai d'ailleurs beaucoup travaillé avec le Parlement, puisque le premier acte important dans cette direction a été la loi Gatel, donc à partir d'une proposition de loi d'une sénatrice, qui nous a permis de plus fermer les écoles hors contrat et d'avoir un plus grand dialogue du ministère avec les écoles hors contrat. Et là aussi, pour dire les choses assez simplement, j'ai toujours pensé qu'il y avait des écoles hors contrat qui faisaient du bon travail et qui avaient tout à fait la légitimité d'exister, et des écoles hors contrat qui ne devaient pas exister. Et que donc, de ce point de vue-là, il devait y avoir quand même un minimum d'agrément, et en tout cas d'acceptation par l'éducation nationale dans l'intérêt de tous, de tout le monde, de ce qui était du bon ou du mauvais hors contrat. Alors je vous rejoins complètement, Monsieur le Ministre, quand vous dites que quand il s'agit de mineurs, il faut un regard, qu'on ne peut pas laisser une espèce d'anarchie, avez-vous dit, et au fond des établissements hors de tout contrôle. Pourtant, au même moment, qui correspond à celui où vous engagez cette politique sur le privé hors contrat, les établissements privés sous contrat, qui accueillent 2 millions d'élèves déjà, eux sont totalement laissés à côté du contrôle. Est-ce que c'est une information dont vous disposez? Est-ce que vous avez cet élément à l'esprit? Et pourquoi n'engagez-vous pas de politique particulière, ne mobilisez-vous pas de moyens pour aller visiter aussi ces établissements privés, sous contrat cette fois, qui méritent la même attention que ceux que vous indiquez et que les établissements publics d'ailleurs? Alors, c'est évident que l'attention a été particulière sur le hors-contrat parce que c'était justement ce qui était le plus éloigné de tout contrôle. Normalement, le sous-contrat obéissait quand même à des règles qui, on se le dit aujourd'hui, n'étaient sans doute pas suffisantes, mais enfin, qui s'étaient quand même élaborées avec le temps. Par exemple, le simple fait d'être sous contrat crée évidemment des engagements de la part de l'enseignement privé sous contrat, et par exemple sur le plan pédagogique, des inspections qui permettent de regarder ce qu'il en est quand même. Donc il y a toujours eu le sentiment, et encore une fois peut-être excessif, qui a conduit à ne pas être assez vigilant, peut-être, mais en tout cas le sentiment fondé que justement l'esprit même
de la mise sous contrat, c'était des droits et des devoirs pour les établissements en question, lesquels faisaient l'objet d'un contrôle. Alors, longtemps, le système éducatif, de toute façon, s'est beaucoup concentré sur le contrôle pédagogique et pas tellement sur le contrôle éducatif, sur les sujets de violence en particulier. Et c'était vrai aussi de l'enseignement public. Donc je crois qu'il faut avoir une vision un peu historique de la façon dont les choses, d'abord dans la sensibilité, évoluent heureusement, et puis progressivement les règles évoluent. Mais même si vous prenez l'enseignement public, finalement, historiquement, l'inspection générale, elle regarde d'abord ce qui se passe en cours, ce qui fait une grande particularité de l'inspection générale en France très traditionnellement, et qui est d'ailleurs une particularité intéressante, parce que vous ne trouvez pas ça forcément dans tous les pays, c'est que vous avez un inspecteur qui va dans la salle de classe. Dans beaucoup de pays, c'est pas le cas. Et c'était finalement ça, le système français. Et il y a même une forme presque de mythologie de la Troisième République autour de ça. L'inspecteur qui arrive, qui va au fond de la classe, etc. Et regardez autre chose que la salle de classe, ça a déjà été une évolution très, très progressive. Même ce que je vous ai dit sur Civis ou sur Fait Établissement, c'est finalement relativement récent dans notre histoire. Et ça a été le fait de débats de société à l'époque sur l'émergence si on peut dire, le développement de la violence dans le système éducatif. Donc là, il y a vraiment une évolution de la sensibilité et des réactions à cette sensibilité. Et donc les établissements privés sous contrat n'étaient pas complètement hors radar. D'abord par la voie pédagogique et ensuite par le système de remontée que justement j'ai créé en arrivant. C'est-à-dire que autant en effet Civis et Fait Établissement ne permettaient pas d'avoir l'enseignement privé sous contrat dans le radar de la question des violences, autant la remontée de faits graves, donc ce que j'ai créé en 2017, permettait que tout directeur de cabinet ou tout recteur puisse remonter ce qui se passait en la matière. Et c'est d'ailleurs, j'ai regardé, c'est arrivé. Il y a eu des faits dans l'enseignement, des faits de violence dans l'enseignement privé. Alors c'était rare, je vous l'accorde, et il y a certainement eu des trous dans la raquette, mais néanmoins, à partir du moment où on a mis ce système en place, il y avait cette dimension-là. J'ajouterais toujours dans les strates qui se sont accumulées qu'en 2019, par la loi pour l'école de la confiance, on a créé le Conseil supérieur de l'évaluation, dont le principe est d'évaluer tous les établissements de France. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas très connu en réalité, alors que c'est à mes yeux une petite révolution souterraine, puisque le but était justement que tous les établissements de France, en commençant par ceux du second degré et progressivement les écoles primaires, mais déjà en commençant par les collèges et lycées, par un système de vagues, mais vous le savez probablement, donc de vagues quinquennales, si je puis dire, c'est-à-dire 1/5 des établissements chaque année, y compris le privé sous contrat, soit analysé non seulement sous l'angle pédagogique, mais sous l'angle de la vie scolaire. Probablement, ce système n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour détecter une violence qui vient d'arriver. C'est complémentaire. C'est pas la même chose que ce qu'on a dit auparavant. Mais justement, on voit que le système, si vous voulez, ne se dit pas c'est le privé sous contrat, donc on ne regarde pas. Non, au contraire, il y a progressivement, je dirais, une intégration, un élargissement du regard, peut-être insuffisant, mais en tout cas, ce regard s'élargit. Alors en effet, en 2019, il y a cette évaluation des établissements qui est prévue. Elle concerne aussi les établissements privés sous contrat. Vous précisez qu'elle ne vise pas, elle ne permet pas de détecter des faits de violence, ce qui nous préoccupe dans le cadre de cette commission d'enquête, aussi parce que dans un premier temps, ces évaluations sont déclaratives, ce sont des auto-évaluations avec évidemment la limite d'une procédure comme celle-là qui peut avoir d'autres intérêts par ailleurs. Vous nous évoquez la procédure Fait Établissement, mais je veux revenir sur ces contrôles particuliers, les contrôles administratifs. Au-delà des contrôles pédagogiques, oui, ils sont pratiqués dans les établissements privés sous contrat, au même rythme d'ailleurs que dans les établissements publics, mais ce sont des contrôles dans la classe qui visent à évaluer un enseignant devant sa classe. Le contrôle administratif, il est transversal, il est panoramique, et il peut aller détecter des phénomènes de violence physique, sexuelle, commis sur des élèves par des adultes ayant autorité. Il est donc décisif pour la matière qui nous préoccupe dans le cadre de cette commission d'enquête. Je vous le dis de mémoire, peut-être que mais les ordres de grandeur sont les bons. De 2017 à 2023, on est vraiment sur la période où vous êtes à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Dans l'Académie de Nantes, dont vous savez
comme nous tous ici, qu'elle comporte une part très grande d'établissements privés sous contrat, près de 50%. Je crois que dans cette académie, il y a 1150 établissements privés sous contrat. En 6 ans, un seul contrôle administratif. Le contrôle, il est là, totalement absent, totalement défaillant. Et aussi, je me permets de vous interroger à nouveau, parce que vous avez cette préoccupation du contrôle, et notamment dans les établissements privés hors contrat, mais d'un certain point de vue. Vous avez rappelé tout à l'heure, normalement, ces établissements, parce qu'ils sont sous contrat, obéissent à des règles. C'est vrai. Elles sont prévues par le Code de l'éducation. Elles y sont rappelées. Mais personne ne vérifie l'application de ces règles, et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Avez-vous la perception de cette insuffisance, et envisagez-vous des moyens peut-être pour y remédier? Oui, bien sûr. Encore une fois, de toute façon, c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des perceptions, on a par définition des perceptions d'insuffisance. On parle de 12 millions d'élèves, d'1 million d'adultes, le système est gigantesque, d'où d'ailleurs l'importance d'avoir une vision à l'échelle de chaque rectorat, de chaque inspection d'académie. Et voilà, et donc on parle quand même de très grandes quantités de faits, de problèmes. Donc la question, c'est la méthode, c'est comment est-ce qu'on réussit méthodiquement, aussi bien d'un point de vue spatial que du point de vue, disons, thématique, à bien quadriller et à être capable d'avoir un contrôle efficace. Et donc, ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est vrai que l'institution, traditionnellement, ne s'était pas donné les moyens, y compris pour l'enseignement public, d'un vrai contrôle autre que pédagogique. Donc, progressivement, vous avez eu l'émergence de ce qu'on appelle les inspecteurs vie scolaire, les EVS, qui étaient encore très peu nombreux il y a peu de temps. Dans une académie comme celle que vous avez citée, je pense que devait y avoir peut-être, alors là je n'en sais rien, mais je peux l'imaginer, autour de 2 inspecteurs EVS pour toute une académie, peut-être 3, vous voyez. Et parmi les choses que j'ai faites, ça a été de donner des moyens pour qu'il y ait plus d'inspecteurs EVS. Et qui ont vocation à aller dans le public comme dans le privé. Est-ce qu'ils sont allés moins dans le privé sous contrat que dans le public? C'est certain, parce que c'est la culture de l'éducation nationale que de regarder plus l'enseignement public. Et d'ailleurs, parfois, c'est vu comme une espèce d'attention plus grande pour le public, puisqu'ils sont là notamment pour résoudre des problèmes. Et d'une certaine façon, c'est un service que rend un inspecteur EVS. C'est pas seulement un contrôle, c'est un service. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce que ces contrôles soient plus importants vers le privé sous contrat. Mais, encore une fois, l'évolution a plutôt été dans le bon sens, même si elle a été insuffisante. Allez-y, madame la rapporteure. Oui, donc, on entend ce constat de l'insuffisance de l'inspection, du sujet, et c'est bien que vous le rappeliez, au regard de la longueur de votre expérience dans le temps et aussi de votre carrière, dans la fine connaissance de cette administration qu'est l'éducation nationale, une nécessité de quadriller avec une méthode, ça sera au cœur, je crois, y compris des propositions que nous ferons dans cette commission d'enquête, parce qu'on voit que ce quadrillage, il a été très peu effectif pour les établissements privés sous contrat et hors contrat finalement, au regard des violences, du sujet des violences, qui concentre aussi l'objet de notre commission, et surtout qu'il y a une question de moyens, mais aussi de méthode et de critères de déclenchement et de suivi de ces inspections. Je vais vous parler, comme vous vous y attendez peut-être, d'un établissement qui a été un établissement hors contrat, qui a été un internat avant, etc., qui est le village d'enfants, appelé ensuite École Saint-Jean-Bosco de Riaumont, à Liévin, où de nombreux faits de violences physiques, psychologiques et sexuelles ont été signalés depuis 1960 jusqu'à 89 quand c'était un internat, puis de 1989 à près de 2020 quand c'était une école privée hors contrat. Tout d'abord, une question simple, quelle était, dans votre souvenir, la connaissance que vous aviez de ce dossier? Alors depuis que j'ai reçu le questionnaire, j'ai regardé, donc j'ai maintenant une petite connaissance, mais pour être très honnête, je n'avais pas de connaissance de ce dossier.
Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé de ce sujet des contrôles, de la réaction et de ce que vous avez souhaité initier dans la réforme du hors-contrat. Et quelque part, les consignes, les circulaires qui ont découlé de vos actions politiques ont été effectives sur un certain nombre d'inspections dans ce cas. À l'occasion d'un contrôle sur pièce et sur place, nous avons obtenu un courrier du 8 juin 2017, donc c'est vraiment juste après votre prise de fonction, je crois un mois après votre prise de fonction, même pas, dans lequel il n'y avait peut-être pas d'ailleurs les moyens officiels pour contrôler du hors-contrat, mais pour lesquels, au vu du nombre de signalements, le préfet du Pas-de-Calais avait lancé un certain nombre d'inspections. Il en fait état dans un courrier qu'il vous adresse le 8 juin 2017, donc du préfet du Pas-de-Calais au ministre de l'Éducation nationale, à l'attention de M. Christophe Quirero, directeur de cabinet du ministre. Et il y relate dans le détail les rapports de 5 contrôles. Le premier de l'hygiène, la traçabilité des produits, la DDP. Le deuxième, un contrôle du rectorat, donc niveau inspection académique, sur les manuels scolaires obsolètes, les risques potentiels des enseignements ébénisterie, l'atelier dédié aux professionnels qui est dépourvu de vestiaire, enfin voilà, avec un certain nombre de constats. Le troisième contrôle, dans la suite, est une inspection du travail, dans le cadre du travail en entreprise des élèves, qui là aussi est défaillant sur les vestiaires, les toilettes, le temps de travail. Le quatrième contrôle est une commission de sécurité des établissements qui fait état de quelques manquements. Et puis, cinquièmement, à ce moment-là, il y a la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du directeur de l'établissement pour détention d'images pédopornographiques. Au regard de ces 5 contrôles, le préfet écrit au ministre de l'Éducation nationale que ses pouvoirs de police administrative spéciale ne lui permettent pas de fonder juridiquement une fermeture qu'il estimerait pour autant absolument nécessaire de faire à mesure préventive. Il vous propose donc de procéder à la fermeture préventive de cet établissement en se fondant sur les pouvoirs de police générale et attend donc un retour. Je comprends, vu que vous nous avez dit juste avant que vous n'avez pas entendu parler de cet établissement, c'est que ce type de courrier ne vous est pas arrivé personnellement. Du coup, ma question serait comment l'expliquez-vous au regard de votre attention particulière sur le hors-contrat et comment expliquez-vous que ce courrier n'est pas donné de suite dans les suites des signalements qui ont eu lieu? Alors j'ai un peu regardé, évidemment il y a plusieurs sous-ensembles dans votre question. Alors premièrement un élément de contexte, c'est-à-dire la lettre en question, c'est 2 semaines après mon arrivée au ministère. Donc je peux vous laisser imaginer, en début juin 2017, la montagne de travail que nous avions devant nous pour à la fois la préparation de rentrée, les différentes réformes, la mise en place du cabinet, qui était d'ailleurs même pas complet sans doute à ce moment-là, ou en tout cas pas tout à fait. Donc normalement tout courrier reçoit une réponse. C'est un peu particulier quand on reçoit une lettre de recteur, parce que la relation recteur-cabinet, c'est une relation largement non épistolaire. Et souvent, on peut imaginer que... Alors ça, c'est juste, ou même préfet d'ailleurs, même préfet-recteur, c'est souvent non épistolaire, c'est souvent par oral pour tout simplement être réactif et avancer. Donc peut-être que ce qui s'est passé, mais je n'en sais rien, ça a été un coup de téléphone ensuite pour comprendre ce qui se passait et voir la suite. Moi, il me semble, quand j'analyse ce dossier, que certes on pourrait espérer que les choses se soient passées plus rapidement, mais on a quand même le mode de fonctionnement aussi bien du rectorat que de la préfecture qui correspondent à ce qu'on peut souhaiter, a fortiori dans l'état législatif de l'époque. Il est possible que ce cas, dont je ne me souviens pas, ait alimenté ma vigilance sur le hors-contrat. Très vite, j'ai dit, et c'était pas forcément quelque chose qui était aussi intense dans mon esprit avant de prendre mes fonctions de ministre. Autrement dit, mes fonctions de recteur auparavant avaient pu me sensibiliser à ça, mais pas autant qu'une fois que je suis arrivé comme ministre. Autrement dit, il y a des faits de société qui, forcément, si j'essaye de me resituer à l'époque, m'ont alarmé. Et donc, mais là, en l'occurrence, le préfet a des pouvoirs qu'il peut exercer parfaitement sans l'autorisation du ministre. Et donc, je pense qu'ils ont ensuite fait ce qu'ils avaient à faire. Mais évidemment, la philosophie que j'exprimais à cette époque
Et ça vaut aussi pour toutes les questions précédentes qu'on a vues. Il n'y a aucune ambiguïté sur la philosophie que j'exprimais. Vous pouvez reprendre tous mes discours au recteur d'Azen, etc. De façon générale, c'est à la fois une philosophie et une méthode. Du côté de la philosophie, c'était on ne laisse rien passer. Par exemple, la fameuse expression « pas de vague », je l'ai combattue dès la première seconde en disant « c'est fini le pas de vague ». Alors, quand vous dites « c'est fini le pas de vague », c'est pas avec une baguette magique que du jour au lendemain, vous arrêtez le pas de vague. Mais en tout cas, vous avez à la tête de l'institution quelqu'un qui vous dit « si vous signalez les problèmes, c'est bien. Et si vous les mettez sous le tapis, ça n'est pas bien ». Et on connaît tous le problème. Hein. Avant que je n'arrive, un établissement, un chef d'établissement pouvait avoir une évaluation, disons, dégradée du fait qu'il avait beaucoup de signalements. Et c'est évidemment un effet pervers considérable. Et donc j'ai dit l'exact inverse. J'ai dit signaler, enfin la culture du signalement est ce qui est désiré désormais dans l'institution. Je ne l'ai pas dit une fois, je l'ai dit des dizaines de fois. Et c'était donc la philosophie de l'institution. Et la méthode qui va avec ça, c'est que ce n'est pas le ministre lui-même qui va prendre chaque établissement de France et prendre des décisions pour chaque établissement. Donc la méthode qui va avec ça, c'est une méthode, je dirais, de subsidiarité. C'est de dire, il y a une philosophie, elle est parfaitement claire. Elle était claire, je pense, même pour le grand public. Je l'ai dit tout le temps. Et maintenant, vous, recteur d'Azen, préfet, mettez-la en œuvre en fonction des circonstances. Et bien entendu, faites remonter l'information. C'est ce qu'on a fait avec les signalements. Mais, et je crois d'ailleurs que ça a produit des fruits. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses qui se sont passées qui ont été dans le sens de ce contrôle accru. On a par exemple fermé des écoles hors contrat. J'ai pas le chiffre là, mais il est facile à retrouver. Plusieurs, notamment après la loi Gattel. C'est d'une vingtaine, je pense, alors que c'était presque un chiffre nul auparavant. Donc les choses se sont déployées. Alors évidemment, avec un regard a posteriori, on voit toujours des trous dans la raquette, des manques de réactivité, des manques de rapidité. Peut-être que ça a été le cas. Mais en même temps, c'est aussi un cas où on voit quand même que l'administration, au sens large, puisque c'est aussi bien éducation nationale que jeunesse, que préfecture, a fait le travail, si je puis dire. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, il y a eu en parallèle un autre courrier 2 jours avant, signé par le recteur et adressé à votre directeur de cabinet, qui alertait avec insistance sur ce cas de Riomont. Donc, juste au moment de votre arrivée et des prises de fonction de vos collaborateurs, vous faites bien de le souligner, qui évoque des fragilités juridiques qui auraient été remontées au niveau central juridique. Donc, on sent qu'à ce moment-là, ça s'agite et qu'au niveau local, contrairement à toutes les années précédentes où les responsabilités étaient totalement diluées, il y a un moment en 2017, au moment de votre arrivée, vraiment une action concertée d'un certain nombre de services qui fait que en novembre 2018, le DAZEN réécrit au recteur en disant « mais est-ce qu'on ne peut toujours pas fermer ?» Non, en fait, ça n'a pas été fermé administrativement. Il n'y a pas eu l'action toute l'année qui a suivi. Il y a eu des échanges. En revanche, le 5 décembre 2018, donc 1 an et demi après, la rectrice commande une inspection inopinée. Et là, ça fait certainement écho aux actions décentralisées, déconcentrées que vous avez initiées sur les écoles hors contrat. Elle fait un projet de rapport le 20 décembre 2018 accablant sur l'établissement de Riomont. Et en fait, c'est l'établissement de Riomont qui décide d'arrêter son activité avant même la fermeture administrative. Mais c'est vrai que ça a quand même pris 1 an et demi. Donc on peut se dire, comme vous le dites, que c'est un des dysfonctionnements, en fait, que ça... mais par contre, j'entends que ça a certainement, même si vous ne vous en souvenez pas, inspiré une politique plus générale sur le hors-contrat et que ça a pu rentrer dans les éléments juridiques à affiner. Oui, alors, comme je ne me souviens pas de ce cas précis, je ne peux pas être certain non plus qu'il a été dans l'inspiration, mais ce que je sais, c'est que des cas de tous ordres, hein, ça peut être de cette nature-là ou d'autres, ont accentué ma sensibilité sur leur contrat dès les premiers temps de mon ministère, ça c'est certain. Et c'est pourquoi d'ailleurs la première fois qu'on a parlé de ça avec Françoise Gattel, j'étais très allant pour soutenir la proposition de loi qu'elle a formulée pour nous aider à mieux contrôler le hors-contrat. Une dernière... Non, je vous en prie. Une dernière question sur ce sujet. On voit clairement dans les courriers qui sont adressés, donc en 2017, avant que soit effective la nouvelle loi, qu'un préfet qui diligente 4
contrôle d'inspection différente sur du hors contrat et une action judiciaire en plus, n'a pas les moyens de fermer un établissement sur la base de ses simples pouvoirs de préfet. Est-ce que la loi qui a été votée et les circulaires qui ont découlé dans les années suivantes vous semblent assurer aujourd'hui que toute situation qui se retrouverait, puisque nous on se tourne vers l'avenir et pas seulement sur le passé, aurait les moyens d'être contrôlée et permettrait la fermeture par un préfet? Est-ce qu'il vous semble, dans le mandat que vous avez eu, en avoir eu la garantie et qu'elle soit encore assurée aujourd'hui? Je crois pouvoir dire oui, même si ça peut évidemment ouvrir une discussion. À telle enseigne même qu'on s'y est pris à 2 fois. Il y a eu la loi Gatel et ça paraissait insuffisant. Et dans la loi pour conforter les principes de la République, on a accentué cette fois-ci, sous l'angle de la question de l'autorisation d'ouverture, le contrôle. Après, tout ça est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a la question... disons, d'autoriser une école hors contrat d'exister, désormais, ce qui est quand même un point majeur. Il y a la question de pouvoir la fermer de façon rapide et efficace. Ça, je crois qu'on a vraiment, aussi bien par la loi que par les règlements, donné les moyens. Peut-être faut-il en donner davantage, mais en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que l'arsenal est bon et que ça ne sert à rien non plus de vouloir toujours... vouloir faire toujours plus. Je pense qu'on a ce qu'il faut, sauf démonstration au contraire. Après, cette question de l'ouverture et de la fermeture est extrêmement importante. Elle ne couvre pas tout le champ de ce qu'il y a à dire sur la question, puisqu'il y a la question, premièrement, justement des faits établissements de ces établissements. C'est-à-dire comment... Là, on parle donc aussi bien du hors-contrat que de tout le reste, hein, mais s'agissant du hors-contrat, comment savoir ce qui s'y passe, s'il y a des incidents graves pour qu'ils ne soient pas masqués. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour distinguer, disons, ce que j'ai appelé tout à l'heure le bon et le mauvais hors contrat. C'est-à-dire que je pense que, et ça c'est des choses que j'ai impulsées, c'est des choses difficiles, qui relèvent vraiment de l'intérêt général, parce que tout le monde a y gagné, sauf ceux qui veulent violer la loi. On aurait intérêt à labelliser les hors contrats. Ça ne veut pas dire entrer dans le contrat, mais en tout cas donner une forme, oui, de label permettant de dire que oui, cet établissement respecte un certain nombre de règles qui permettent de s'assurer de la qualité de ce qui se passe. Et je pense que c'est indispensable. Encore une fois, au niveau où nous sommes de l'évolution de la société, je dirais, et aussi bien de sensibilité, ça c'est l'aspect positif, que de risque, ça c'est l'aspect négatif, il faut sans doute une réflexion de ce type. En réalité, je l'avais déjà à l'époque, mais bon, tout ne peut pas se faire d'un coup. Et donc, je pense qu'on a beaucoup progressé sur cette question du hors-contrat, mais qu'il y a sans doute encore quelques progrès à faire. Monsieur le ministre, tout à l'heure, nous avons partagé le constat que le contrôle administratif dans les établissements privés sous contrat était quasiment inexistant. Il se concentre néanmoins sur un type particulier de ces établissements, ceux qui se rattachent au réseau musulman. Et je voudrais maintenant entrer avec vous dans un échange qui portera sur le groupe scolaire Averroès pour comprendre comment s'est construite la relation de l'État avec cet établissement et comment, à la fin, la question du contrôle surgit de cette histoire. Le collège Averroès ouvre en 2012, quelque temps après que le lycée ait été contractualisé en 2008. Et puis, vous le savez, il faut généralement 5 ans pour pouvoir contractualiser. À partir de 2012, le collège fait plusieurs demandes, jusqu'à celle du 27 décembre 2018. Le délai de 5 ans est passé, et donc, à nouveau, une demande est formulée. Le 4 février 2019, dans une note de la DAF, cette demande de contractualisation est évaluée de la façon suivante. Je cite la note de la DAF. L'établissement, le collège Averroès, remplit les conditions pour que sa demande de contrat soit validée. Il sera difficile de défendre l'absence de caractère prioritaire de la demande de la FNEM, la Fédération nationale des établissements musulmans, pour Averroès. Articuler un refus autour de motifs alternatifs, non budgétaires et non pédagogiques, met en cause le contrat actuel de l'ensemble de la cité scolaire du lycée. Tout indique que cette demande de mise sous contrat n'a pas été validée, alors que la DAF
vos services préconisent d'y donner une suite favorable. Avez-vous le souvenir des raisons qui ont conduit le ministère de l'Éducation nationale et votre cabinet? Vous savez comme moi que les moyens affectés aux établissements musulmans, ceux des petits réseaux, d'une façon générale, relèvent de ce qu'on appelle la réserve ministérielle et qu'ils sont donc directement à la main des ministres de l'Éducation nationale. Pourquoi ne pas avoir donné suite à cette demande et ne pas avoir suivi l'avis de la DAF tel que présenté en février 2019? Alors là aussi, beaucoup de choses dans votre question, mais alors d'abord, je vais aller du plus général au plus particulier. On est en France, vous le savez, sur une règle qu'on appelle le 80-20, ça peut être 80-79 ou 79-21, mais en gros, on a 20% du système qui relève de l'enseignement privé sous contrat. Et qui est, d'une certaine façon, à partir du moment où il y a eu, disons, un apaisement des tensions sur ces sujets, ne l'oublions pas quand même, au début des années 2000, notamment sous le ministère de Jack Lang, une forme de point d'accord général, d'équilibre du système. Ce qui fait que désormais, avoir un contrat est quelque chose d'assez difficile en fait. Et si vous étendez votre regard au-delà de l'enseignement musulman, vous verrez toute une série d'établissements qui ont beaucoup de mal à obtenir un nouveau contrat. Tout simplement parce que si on accordait les contrats chaque fois qu'on en demande, et ça renvoie d'ailleurs à ce que j'ai dit précédemment sur les hors-contrats, qui sont quand même assez nombreux désormais et qui pour beaucoup d'entre eux aspirent à devenir sous-contrat, il n'y a pas d'automaticité de ça. Et quand vous dites qu'il y a une réserve ministérielle, alors, vous me l'apprenez, je n'ai jamais moi-même décidé d'un trait de plume, tel établissement va avoir un contrat, tel autre ne l'aura pas. C'est pas du tout comme ça que j'ai fonctionné. J'essaye d'être le plus objectif possible sur ces questions. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez sur ce genre de sujet d'intervenir l'inspection générale, en l'occurrence la DAF, puisque c'est elle qui regarde l'enseignement privé, etc. Mais donc il y a un contexte général qui est de toute façon de rareté de la ressource. Et c'est pas si facile que ça de passer sous contrat. Donc ça c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Donc Averroès, je dirais, dans mon souvenir, fait l'objet plutôt d'une attention, c'est vrai, mais qui est pas forcément malveillante, puisque l'objectif est quand même de favoriser l'émergence d'un enseignement privé sous contrat musulman qui nous garantisse contre toute déviation. Et il est bien normal qu'on soit extrêmement attentif et à la réussite de cette perspective et aux risques qui peuvent exister. Et Averroès est, à mon avis, très significatif du fait que, et je vous parle très franchement, très simplement, j'ai toujours regardé ça en me disant soit ça tombe du bon côté, soit ça tombe du mauvais côté. Et si j'ai des indices que ça tombe du mauvais côté, bien, il faut évidemment prendre les mesures qui s'imposent. Et là-dessus, il m'est arrivé d'entendre des choses très contradictoires sur cet établissement. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'il a fait l'objet d'une attention. Pour le coup, c'est un établissement que j'avais parfaitement en tête, parce que il fallait arriver à regarder ce qu'était la réalité pour pouvoir aller plus loin. On va revenir aux éléments qui pouvaient permettre d'apprécier cette réalité. Et je dois dire, Monsieur Blanquer, vous êtes un très grand connaisseur de l'éducation nationale, ministre 5 années, DGESCO, recteur. Je suis très surpris que vous nous indiquiez découvrir l'existence de la réserve ministérielle, qui est une enveloppe de moyens attribuée à l'ensemble des réseaux privés sous contrat en dehors du SGEC. Et chaque année, c'est sur cette enveloppe que les moyens attribués aux établissements juifs, protestants, de langue régionale sont distribués. Cette enveloppe, d'ailleurs, elle est extrêmement réduite. Et vous évoquiez tout à l'heure la règle non écrite, mais l'usage des 80-20 pourrait interroger la façon dont ces 20 sont distribués. Et si je reviens à la loi Debré, qui ne prévoit qu'un besoin scolaire reconnu, celui du collège Averroès, manifestement, pour la DAF, est valable. Il est constaté, et c'est passé le délai de 5 ans qui est prévu, que cette demande est appréciée comme devant donner suite. Je poursuis. Allez-y. Peut-être sur ce point, c'est pas parce qu'il y a ce que vous appelez la réserve ministérielle, c'est une décision du ministère, mais il y a plein de sujets sur lesquels, si vous voulez, le ministre, un ministre, je dirais, qui cherche à être objectif, se refuse à faire les choses de manière complètement personnalisée. Donc j'ai absolument
j'ai pas de manière arbitraire dit lui il a le contrat, lui il n'a pas le contrat. Ça marche pas comme ça, si vous voulez. Il y a vraiment une forme d'intersubjectivité qui fonctionne, et à la fin on prend des décisions les plus objectives possibles. Mais il n'y a pas, enfin je vous le redis, il n'y a pas même cette expression réserve ministérielle, peut-être qu'elle existe, mais elle m'est pas familière, je l'ai pas à l'esprit. Et bien sûr qu'il y a un budget pour cela, qu'il est forcément limité. Bien sûr qu'il bénéficie, que c'est un système de reconduction, donc pour l'ensemble des établissements sous contrat. Et donc les nouveaux venus font l'objet d'un contrôle assez fort pour pouvoir le leur accorder. Et c'est certainement pas une décision, disons, subjective du ministre dans son bureau. C'est le produit de tout un travail de la DAF, mais aussi d'autres secteurs comme l'inspection, par exemple. Non, je ne veux pas du tout dire qu'il y a de l'arbitraire, encore qu'il y a de l'opacité qui peut tout de même interroger, mais cette réserve ministérielle, elle est généralement, c'est souvent un des membres du cabinet du ministre qui a la charge de distribuer ces moyens, alors que le reste des moyens consacrés aux établissements privés sous contrat est géré directement par la DAF. Donc il y a un pilotage politique qui est quand même plus direct pour un ministre vis-à-vis de cette réserve ministérielle que des moyens généraux de l'enseignement privé sous contrat. Bon, j'entends ce que vous nous dites. J'avance. Sur cette question de la contractualisation du collège Averroès, quelque chose de très frappant m'est apparu à la découverte d'une RIM, réunion interministérielle, qui s'est tenue le 7 février 2019. Et cette RIM a, au fond, tranché la question de donner ou non suite à la demande de contrat. Je suis très étonné de découvrir qu'une RIM a inscrit à son ordre du jour le choix de contractualiser ou non des classes d'un collège sous contrat. Avez-vous déjà rencontré pareil arbitrage à aussi haut niveau relatif à la passation d'un contrat d'association avec un établissement scolaire dans notre pays? Alors, là aussi, je vous répondrai du général au particulier. D'abord, il y a une multiplication des rimes qui est un phénomène, disons, administratif, politico-administratif français qu'on peut déplorer, parce qu'en effet, tout est rimé, comme on dit maintenant. Et donc, à ce titre-là, on pourrait en effet aller dans votre sens, c'est-à-dire à quoi ça rime, si vous me permettez. Et donc, oui, d'accord, il y a quelque chose d'un peu éventuellement surprenant. J'avoue que j'ai plus du tout les éléments de contexte. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que de toute façon, il arrive que des choses très de détail puissent être vues en rime. Ça n'a rien malheureusement d'anodin. Mais une fois qu'on a fait cette remarque générale, sur ce cas particulier, ça ne me choque pas plus que ça qu'il y ait une sensibilité particulière. Il faut l'assumer. C'est-à-dire que c'est un sujet sensible. Et donc c'est un sujet qui, en effet, suppose une multiplicité de regards pour prendre la bonne décision, pour les raisons que je vous ai dites auparavant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas eu des établissements musulmans hors contrat qui avaient posé d'énormes problèmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a pris les mesures pour les établissements hors contrat. Donc on peut à la fois avoir une bienveillance pour que se développe un enseignement musulman qui respecte les droits et devoirs identiques au reste du système, et en même temps une vigilance particulière parce que l'islamisme radical est une réalité dans notre pays et qu'il faut évidemment être d'une vigilance d'airain par rapport à ce phénomène. Et c'est aussi un marqueur de mon ministère que d'avoir été sur ce registre, et je l'assume complètement. Donc, que ne dirait-on pas si j'avais laissé faire justement un certain nombre de choses. Or, sur Averroès, il y avait des regards différents, et j'étais bien obligé et ce que montre d'ailleurs, me semble-t-il, ce qu'on peut voir rétrospectivement, c'est que justement j'ai été le plus équanime que je pouvais, c'est-à-dire j'essayais de regarder ce qu'était la réalité pour prendre la bonne décision. Mais cette volonté d'équilibre et d'objectivité, elle s'accompagnait d'une très grande vigilance sur un sujet extrêmement sensible. Sujet extrêmement sensible, Averroès. Est-ce donc vous qui demandez cet arbitrage au niveau supérieur, pardon pour le terme, celui de ces rimes, dont vous nous dites que par ailleurs elles sont devenues fréquentes? Avez-vous le souvenir de demander que ce soit à ce niveau-là que la décision soit prise? Non, je ne m'en souviens pas du tout. Probablement pas, puisque ce n'est pas tellement mon style de vouloir rimer, justement, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a 9 chances sur 10 pour que ça ne relève pas d'une... Non,
je suis même presque, même si je ne me souviens pas factuellement, je ne me vois pas en train de dire tiens, ce serait bien de faire une rime là-dessus. En revanche, ce que je peux imaginer, c'est que si ça s'est retrouvé en rime, c'est parce que ça devait être c'était peut-être une rime sur la lutte contre la radicalisation ou un sujet de ce genre, et que ça a été mis en rime. Mais ce que je vous dis, c'est une supputation, puisque je n'ai pas le souvenir précis de ce qui s'est passé. Voilà le compte-rendu de cette rime qui ne fait apparaître que la demande de mise sous contrat d'association présentée par le collège Averroès de Lille. C'est le seul point inscrit à l'ordre du jour du document que nous avons récupéré. Choque pas du tout. Encore une fois, il faut un regard pluriel, et en particulier, on le voit dans l'affaire Riaumont que vous avez évoquée tout à l'heure, on a besoin du regard du recteur et du préfet. Il y a des sujets d'ordre public, il y a des sujets de financement, donc ça n'a rien de choquant en soi. Donc c'est pas une façon pour le ministère de se défausser. Encore une fois, je ne me souviens pas du tout de la généalogie de cette décision de le faire en rythme, mais ça ne me choque pas du tout. Je vous expliquais tout à l'heure que dans la lutte contre les violences, j'ai mis un point d'honneur à travailler avec le ministère de l'Intérieur. Sur ce genre de sujet, on peut avoir deux mentalités possibles, et la mienne est très claire. Il y en a une qui est la mentalité de mettre des sacs de sable autour du ministère et de vouloir s'occuper que soi-même des sujets pour des raisons un peu presque de chauvinisme ministériel, si je puis dire. Et puis la mentalité exactement inverse, qui consiste à se dire plus on collabore avec les autres, plus l'intérêt général sera servi. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que je suis de la deuxième école, mais qu'elle n'est pas si fréquente. De sorte que ça ne me gêne pas de nommer un préfet à la tête de la cellule, parce que mon sujet n'est pas les frontières entre les ministères, mais l'intérêt général. De la même façon, pour Averroès, ça ne me gêne pas du tout de partager la décision avec d'autres secteurs, parce qu'on a besoin de ce regard le plus objectif possible, le plus informé possible sur la réalité de terrain. J'entends, et s'il y avait, pour aller au fond, un problème, disons, de sécurité intérieure posé par l'établissement Averroès, je ne doute pas que cet élément aurait surgi de la rime qui permet justement, par exemple, au service de renseignement, via le ministère de l'Intérieur, de faire savoir un certain nombre de choses. Mais manifestement, ces éléments-là ne sont absolument pas mobilisés dans le cadre de cet échange. Et je voudrais vous lire un mail que nous avons récupéré dans le contrôle sur place et sur pièce, qui est celui du conseiller aux affaires intérieures du Premier ministre. C'est Édouard Philippe, je crois, à l'époque. Ce mail, il date du 20 février, donc 15 jours après la rime, et il prépare une action préalable à la diffusion du bleu de la rime prévue le 6 mars. On est dans l'intervalle entre la réunion et l'annonce des conclusions de la réunion. Ce mail est adressé au préfet du Nord. Il confirme la décision. Nous ne voulions pas accorder le contrat d'association Averroès. Et je suis très étonné de lire, de découvrir la façon dont me paraît construite la justification qui se prépare à ce refus. Je vous lis le mail du conseiller du Premier ministre. Nous, cabinet Matignon, vous, préfet du Nord, recommandons, sans attendre, d'engager la démarche présentée au point 3 de la note ci-jointe. En clair, dès cette semaine, il faudrait que vous écriviez au ministère de l'Éducation nationale pour demander s'il existe une possibilité de financement pour répondre à la demande de l'établissement, malgré la diminution du nombre d'emplois et donc de contrats qui a été décidée pour l'Académie de Lille. Bien mettre, monsieur, en copie de vos destinataires. La rédaction pourrait être du type « Le responsable du programme 139 a indiqué au début de l'année civile 2019 à la rectrice de l'Académie de Lille que le BOP 139, dont elle est responsable, doit connaître une suppression de 80 ETP d'enseignants à la rentrée de septembre 2019. Or, comme j'ai eu l'occasion de vous en informer, je suis saisi d'une demande en vue d'eux. Je vous remercie de... » Le mail est écrit. Le ministère, entre parenthèses, Vincent Merci d'y veiller, qui est en copie, vous répondra le plus rapidement possible pour vous dire que les crédits ne sont pas disponibles. Donc nous avons une rime qui prend la décision de ne pas contractualiser, et dans l'intervalle de la publication de la décision de cette rime, ce qui me paraît être la fabrication d'un motif budgétaire pour justifier l'absence de suite donnée à la demande du contrat d'association. Tout à l'heure, je vous lisais la note de la DAF du 4 février 2019. Je complète sa lecture. La DAF pointe un risque de contentieux non négligeable. Le risque d'une annulation du refus de la mise sous contrat par le juge au motif d'un manque de moyens budgétaires est réel. C'est-à-dire que pour la DAF, l'invocation du moyen budgétaire qui se prépare à l'issue de cette rime expose le ministère à un risque juridique considérable. La DAF considère donc qu'il n'y a pas de motif budgétaire qui peut être reçu.
Je suis très frappé de découvrir cette construction au plus haut niveau, puisque c'est le cabinet du Premier ministre qui est engagé sur un sujet qui paraît, mais microscopique, la contractualisation de classe d'un collège à Lille. Qu'est-ce qui explique ce traitement si particulier de cette demande de contractualisation par l'établissement Averroès? Alors, de nouveau, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, et en même temps, le mail que vous citez, vous l'avez lu vite, et je le découvre, donc je me garderai bien de former un jugement. C'est très difficile, a posteriori, même par rapport à la chronologie des choses, mais bon, mais pourquoi pas en faire une analyse, une grande exégèse, pas de problème, mais c'est difficile de revenir sur chacun des points que vous avez dit, mais je voudrais le redire d'abord pour contextualiser tout ça. Le fait de parler de difficultés budgétaires pour la mise sous contrat, c'est quelque chose qui vaut pour tout le monde, musulmans comme non musulmans. C'est pas, vous pourrez retrouver pour la même époque ou même sans doute pour aujourd'hui des tas de refus de mise sous contrat, tout simplement parce que ce n'est pas de droit que de passer sous contrat. Et désormais, il y a des restrictions budgétaires. Et d'ailleurs, je ne pense pas que vous-même, vous voteriez un budget augmentant le nombre de classes sous contrat en France. C'est votre problème, pas le mien, mais aujourd'hui, le fait est qu'on est en situation de rareté. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je ne veux pas faire l'exégèse, parce que je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement tout ce qui a été écrit dans ce message. Mais si l'esprit a été d'y aller, disons, par étapes, parce que je comprends un peu dans ce qui est dit là, parce que si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, il s'agit de trouver des moyens pour quand même leur permettre de travailler. Bon, en tout cas, encore une fois, c'est très difficile de faire l'exégèse d'un message que je découvre maintenant. Mais en tout cas, je ne suis pas particulièrement choqué par ce que vous venez de dire, parce qu'encore une fois, il y a de la rareté budgétaire sur ces questions-là, primo. Et secondo, oui, il n'y a pas de difficulté à dire que c'est un sujet sensible. Bien sûr, l'islamisme radical, ça existe dans notre pays, personne ne peut le nier. Et Averroès était interrogeable sous cet angle-là. Encore une fois, notre vigilance est à notre honneur. Si vous aviez des déviations d'un établissement comme celui-là ultérieurement, le reproche serait grand à notre égard, à juste titre. Donc oui, il y a une très grande vigilance et on avance pas à pas en s'assurant que les droits et devoirs sont remplis. Alors je redis que le motif budgétaire est considéré comme inconsistant par la DAF. Oui, monsieur le ministre, l'islamisme radical, ça existe. Je cite une dernière fois cette note de la DAF de février 2019. Si l'activisme de l'Organisation musulmane de France et de son satellite, la FNEM, est jugé dangereux, il appartient aux autorités compétentes de procéder à la dissolution de ces structures sur la base de motifs distincts de ceux du Code de l'éducation liés éventuellement à la sécurité publique ou à des faits pénalement répréhensibles. Faute de l'existence de tels motifs, la mise sous contrat et un contrôle étroit et régulier de l'établissement, dont les enseignants seraient alors des agents publics affectés par le recteur, peuvent être une solution de rechange intéressante pour s'assurer de la bonne marche de l'établissement dans le cadre de son caractère propre et de son association au service public de l'éducation par contrat. Voilà exactement la façon dont la DAF, déjà, au fond, évalue cet argument qui aurait pu être présenté. Manifestement, il n'a pas été présenté dans le cadre de la RIM, l'argument sécuritaire ou l'argument de radicalisation. La RIM produit manifestement un argument budgétaire pour justifier une décision qui ne trouve pas de fondement véritable pour s'imposer. Je comprends la difficulté d'apprécier un mail, je pourrais vous le transmettre. En tout cas, je crois comprendre que vous n'avez jamais lu un échange entre un membre du cabinet du Premier ministre et un préfet visant à interpeller le ministère de l'Éducation nationale et préparant par avance la réponse du ministère de l'Éducation nationale au sujet d'un sujet aussi étroit que celui de la contractualisation de classe dans un collège. Alors, madame... Je ne comprends pas ce que vous attendez que je vous réponde, mais encore une fois, si votre question c'est y a-t-il eu une vigilance particulière par rapport à l'évolution d'Averroès, la réponse est oui, bien entendu, il y avait de la vigilance, je ne vais pas vous dire le contraire, même je la revendique, nous étions vigilants. Deuxièmement, est-ce que c'est le seul établissement de France à se voir refuser un nouveau contrat? Largement non, plein d'établissements se voient refuser cela, et là où il y a
il y a aussi une sorte d'attention particulière, y compris au sens positif du terme pour eux. C'est-à-dire, je peux vous dire, il y en a plein qui se font refuser les contrats sans qu'il y ait autant de peser de peser du pour et du contre. Donc oui, c'est un cas sensible pour des raisons tout à fait explicables, et donc il n'y a rien de très étonnant dans ce que vous me dites là, même si le détail de ce que vous dites, je ne l'avais pas, je ne le connaissais pas. J'ai une dernière question sur cet établissement, Monsieur le Ministre. Quelques mois plus tard, en 2021, vous déclencherez une inspection générale de cet établissement, ou en 2019, pardon, j'ai un doute dans la chronologie. Il me semble que c'est 2019. Et d'ailleurs, cette inspection générale, elle éclaire une partie du questionnement que vous avez évoqué. Ce rapport qui sera publié en juin 2020 conclut notamment au fait qu'Averroès œuvre au quotidien par ses pratiques pédagogiques et éducatives d'excellence aux réussites des élèves et à l'émergence de citoyens responsables, autonomes et épanouis. Pour le coup, il est extrêmement favorable, ce rapport, à l'établissement. Cette mission de l'inspection, vous semblez la diligenter à la suite de plusieurs interpellations de Xavier Bertrand, qui est alors et qui est toujours le président du Conseil général des Hauts-de-France, qui vous écrit à 2 reprises, en avril 2019 et en septembre 2019. Avez-vous, à d'autres occasions, à la suite de sollicitations d'élus locaux, de présidents de collectivités territoriales, engagé des missions de l'inspection générale pour contrôler des établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés? J'ai pas le souvenir d'un cas, mais ça me paraît tout à fait normal de le faire. Quand un élu, a fortiori un président de région, vous demande, vous dit qu'il y a un problème, ça me semble tout à fait naturel de diligenter une inspection générale. Alors, Madame la rapporteure, et ensuite ce sera Rodrigo Arena pour une question. Merci. Pour prendre le relais sur le sujet d'Averroès évoqué par mon collègue, il nous faut préciser une chose, c'est que notre commission d'enquête s'intéresse aux violences psychologiques, physiques et sexuelles sur les enfants, ce qui n'est pas le cas de ce qui a pu être l'un des motifs de refus ou d'annulation de contrat d'Averroès. En revanche, l'ensemble des éléments qui sont cités ici nous interrogent collectivement, et c'est là-dessus que je vais vous interroger, sur l'endroit et les critères qui amènent à la prise de décision de ne pas accorder un contrat ou de rompre un contrat d'association avec l'État. Puisque dans nos visites sur place et sur pièce, par exemple à Bétarame, nous avons vu à quel point finalement le contrat est établi avec les services préfectoraux, ce qui était le cas du Beau-Rameau, mais dont le contrôle et le suivi du contrat ne faisaient l'objet d'aucune animation au niveau des services préfectoraux. Et là, dans cet échange et cette rime, on a bien l'impression que ce n'est pas au niveau du préfet qu'il y a une action de suivi de contrat, mais bien à un autre niveau, celui là de Matignon, peut-être d'intervenants du ministère de l'Intérieur ou de l'Éducation nationale. Et du coup, pour les recommandations de notre commission d'enquête, selon vous, sur les établissements et le pilotage des établissements qui rentrent en contrat ou qui sont sous vigilance particulière, à quel endroit doit se prendre la décision et sur quels critères, puisque si ce n'était que la disponibilité budgétaire, ça ne serait peut-être pas le bon, selon moi. Je pense que, comme pour presque tous les sujets, le bon endroit, c'est l'académie, c'est le rectorat qui a une vision concrète de terrain, le tout sous la supervision du ministère, s'il y a une raison pour que le ministère intervienne. Mais c'est vraiment typiquement un sujet sur lequel il faut s'en remettre à l'autorité déconcentrée, ce qui n'interdit pas une intervention nationale s'il y a lieu, mais et tout ça, je ne suis pas certain que le système ne fonctionne pas bien tel qu'il est aujourd'hui. Enfin, peut-être aurez-vous de bonnes idées de régulation de cela, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un fonctionnement assez régulé de cela, et j'ai jamais vu de subjectivité particulière. Encore une fois, des vigilances particulières, des retraits de contrat parfois quand il y a lieu. Que l'on mette maintenant l'accent davantage encore sur tout ce qui est extra-pédagogique, tout ce qui est éducatif et tout ce qui a trait aux violences, ce serait sûrement très bien, mais je pense que spontanément, c'est ce que le système fait déjà, mais on pourrait le préciser davantage. Oui. Alors pour préciser mon propos, je ne parlais pas de décision subjective.
En revanche, aléatoire, sans gestion peut-être d'égalité de traitement. Je pense notamment à des établissements qui viendraient sous contrat parce qu'il y a les disponibilités budgétaires à un moment, qui sont excellents, dont les critères pourraient justifier qu'on leur donne un contrat, et puis un autre moment budgétaire où il n'y a pas les postes et on ne donnerait pas le contrat alors qu'il y aurait un projet d'excellence ou un enseignement d'excellence. C'est plutôt sur ces sujets-là, le sujet de critères de déclenchement et d'accord de ce contrat et le sujet de l'animation, il nous semble très inégal selon les territoires dans ce qu'on a observé. Et donc, il y a un côté plutôt aléatoire et inégalitaire que subjectif. Et on ne parle pas là forcément d'intervention personnelle ou tout ça, mais bien d'améliorer peut-être un système qui, aujourd'hui, sur des cas très précis et très médiatiques, peut-être sort, mais qui, dans d'autres cas, ne semble peut-être pas idéal sur le plan de l'égalité de traitement. Peut-être, enfin là c'est votre créativité qui sera regardée, mais il me semble que votre commission d'enquête est sur la lutte contre les violences physiques et sexuelles, et qu'en disant ça, vous vous en éloignez un tout petit peu, même beaucoup, mais ça c'est votre responsabilité. Je ne pense pas que le sujet dont vous parlez là rejaillit sur la question des violences physiques et sexuelles. Je ne pense pas du tout. Et je pense que c'est avec beaucoup de circonspection et beaucoup de prudence et de sagesse qu'il faut aller vers ces questions-là, qui sont quand même le produit d'un équilibre. Vous pourriez interroger Jack Lang sur ces questions, c'était lui qui, je pense, a pas mal travaillé cette question au début des années 2000. Et on peut toujours vouloir rouvrir tous les dossiers, mais je ne pense pas que c'est le sujet qui réclame la plus grande... enfin, il y a beaucoup de problèmes, et celui-là n'est pas le plus saillant. Et par ailleurs, il vous renverrait un autre sujet qui est le sujet budgétaire. Vous avez dit, dans les années de prospérité budgétaire, ça viendra sûrement un jour, mais on n'y est vraiment pas. Et ça fait déjà pas mal d'années que, de toute façon, la rareté est la règle. Donc maintenant... je ne vois pas très bien par. Et si d'aventure on était dans une situation de non-rareté, alors vous seriez devant la question politique de est-ce que vous voulez faire maintenant du 75-25 et puis du 80-20 parce que il faudrait octroyer davantage de contrats. C'est un choix politique qui ne me paraît pas forcément aller dans le sens de ce qui vous a animé. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait des grandes pistes, mais je ne demande qu'à voir, mais je me permets d'inviter à cette sagesse sur la question et peut-être de se centrer sur les violences physiques. Monsieur Rodrigo Arena, pour votre question, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur Blanquer-Rongeant, Monsieur le Ministre. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, ça a été rappelé pendant un quinquennat. Vous avez effectué votre scolarité au collège Stanislas. Il nous remonte aujourd'hui de cet établissement des faits très graves de violences physiques et psychologiques, pire encore des violences sexuelles. Certaines de ces violences sont manifestement systémiques, qualifiées aujourd'hui de violences éducatives ordinaires, et y étaient très présentes pendant la période où vous y étiez, scolarisé, et d'ailleurs perdurent encore aujourd'hui. Je ne veux pas remuer peut-être des souvenirs douloureux, ayant moi également des amis ayant fréquenté cet établissement, mais tous les élèves de cet établissement ont été témoins et plus ou moins victimes de ce système. Pour votre part, avez-vous également été témoin ou victime de tels agissements? Ce serait ma première question. La deuxième, lorsque vous avez été nommé ministre, quelles mesures avez-vous prises pour protéger vos jeunes successeurs au ministère de l'Éducation nationale de cette situation? Avez-vous rencontré la direction de cet établissement, la direction diocésaine, ou avez-vous demandé à l'inspection de mettre l'établissement sous surveillance? Enfin, troisième question, avez-vous enfin, à la suite des différentes remontées, si elles ont eu lieu, envisagé de déconventionner l'établissement dont il est aujourd'hui manifeste, à la lecture du rapport de l'inspection générale, qu'en plus des violences systémiques sur les enfants, qu'il ne respecte pas les principes de laïcité et qu'il a donc opéré une violation de ses obligations contractuelles et d'une certaine forme une trahison républicaine? Je vous remercie. Alors, c'est la première fois qu'on me pose publiquement cette question, même si j'ai lu beaucoup d'articles de journaux sur le fait que j'étais scolarisé dans cet établissement. J'en profite, oui, vous avez raison d'être précautionneux, parce que je pense que si on se met à parler de vous avez tous été scolarisés,
comme vous l'imaginez, c'est le choix de vos parents et pas votre choix. J'étais assez stupéfait parfois quand il y a eu des polémiques sur les enfants de ministres dans le privé. Moi, mes enfants, j'en ai 4, 3 sur 4 ont été dans le public et la 4e en partie dans le public. Et je lis beaucoup de choses extrêmement... j'ai vécu parfois dans des quartiers plutôt défavorisés. Mes enfants sont allés à l'école publique de ces quartiers et ils étaient à l'école publique avant que je sois même recteur, etc. Donc je reçois de leçons de personne sur ces questions. Et je dirais que mon éducation, y compris mon éducation familiale et scolaire, m'ont amené à être très républicain. L'établissement dont on parle, il a formé le général de Gaulle. Il a formé le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'était pas un anti-républicain que je sache. Et dans les biographies du général de Gaulle, on ne parle pas de violence systémique. Je suis arrivé un peu après. Il a formé aussi l'INMER. Et je ne veux pas avoir d'ingratitude vis-à-vis ni de ma famille, ni de l'établissement qui m'a formé. Je ne veux pas non plus avoir de subjectivité par rapport à lui. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai rien fait en faveur de cet établissement, jamais dans les responsabilités que j'ai pu avoir. Par ailleurs, j'ai jamais eu aucun signalement sur le collège Stanislas lorsque j'étais ministre. Et en tout cas, je garde aucun souvenir de ça. Et j'ai par ailleurs freiné aucune chose en la matière. Mais je pense qu'il y a un pas un peu embêtant si on commence à rentrer sur le terrain, disons, personnel, de savoir si nos décisions publiques sont influencées par tel ou tel établissement. Ce que j'observe, c'est que quand on parle d'Averroès, on parle de son excellence pédagogique, c'est vrai, c'est un des critères d'ailleurs pour le voir. Stanislas, c'est aussi un établissement qui a de très bons résultats pédagogiques, et c'est quand même ça n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais c'est quand même un indice plutôt positif que négatif. Dans beaucoup d'établissements dont nous parlons, que nous sommes obligés de fermer, et où on parle de problèmes systémiques, le systémique, ça englobe le pédagogique, c'est-à-dire qu'à la fin, tout est mauvais pour les élèves. Donc il y a peut-être des dysfonctionnements. Franchement, je ne suis pas du tout apte à en juger, puisque j'ai pas eu de faits qui m'ont été remontés particulièrement. J'ai pas été moi-même, évidemment, témoin de quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai donc en réalité pas de choses, disons, autres que d'ordre personnel, d'ordre intime, à dire sur le collège Stanislas. Je vous remercie. Il y a M. Vannier qui a une dernière question. Allez-y, M. Vannier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, le temps passe et pas le temps d'aller dans le détail des relations que vous entreteniez, comme beaucoup de ministres de l'Éducation nationale, avec le SGEC. Et je crois que vous aviez l'habitude, vous ou votre cabinet, d'échanges mensuels, il me semble, ou en tout cas une fréquence assez soutenue, vous préciserez la fréquence. Et ces échanges abordaient des questions de politique éducative. Je vais, comme tout à l'heure vous m'avez dit que je faisais des questions longues, on va vérifier ça. À quelle était la fréquence et la nature des échanges que vous aviez avec le SGEC? Je ne vous ai pas dit que vous faisiez des questions longues. Vous avez le droit de faire les questions de la taille que vous voulez, bien entendu, monsieur le rapporteur. Non, j'ai lu, je souriais parce que j'ai vu ça dans vos questions écrites. Je ne dînais... Alors, je vais vous dire une première chose, puisqu'on est sur les registres intimes. Je dînais pratiquement avec personne pendant tout le temps où j'étais ministre, tout simplement. Et il faut l'avoir en tête par rapport aux problématiques que vous soulevez, que le travail d'un ministre de l'Éducation nationale, s'il prend un peu au sérieux sa fonction, est absolument considérable. C'est-à-dire que je travaillais jusqu'à minuit tout le temps. Je dînais d'un plateau. J'étais soit dans mon bureau, soit à mon domicile. C'était extrêmement intense. Et j'y réfléchis même à l'occasion de votre question écrite. En réalité, à part les dîners officiels, les obligations qu'on peut avoir quand on est ministre, en fait, je n'avais pas de dîner de ce genre avec qui que ce soit, d'ailleurs, que ce soit le SGEC ou autre chose. Alors, je vois à quoi vous faites référence. Et il est exact j'ai reconstitué depuis, qu'une coutume s'était créée. Et j'avoue que je ne sais pas, pour mes prédécesseurs, ce qu'il en était, s'ils dînaient eux-mêmes. Et c'est tout à fait leur droit. Oui. Combien même ils l'ont fait, il n'y a rien de criminel. Il se trouve que je ne l'ai pas fait. Alors j'ai interrogé les anciens membres de mon cabinet, et c'est vrai qu'ils avaient l'habitude, que ce soit sous la forme d'un dîner, d'un plateau repas, que sais-je, de voir peut-être mensuellement
en tout cas à un certain rythme, le SGEC. Ce que je peux vous dire, d'abord, fort bien, ça me paraît pas être un problème. Ce qui est sûr, c'est que pour ma part, je voyais beaucoup plus les syndicats de l'enseignement public que ceux de l'enseignement privé, et que justement, c'est peut-être même un problème. Depuis tout à l'heure, une des questions, c'est celle du degré d'attention qu'on porte au public, au privé sous contrat ou autre, mais il faut voir aussi que dans votre vie quotidienne de ministre, c'est l'enseignement public que vous voyez, c'est lui qui est l'objet de votre attention. Et donc ce serait d'ailleurs paradoxal justement de se voir reprocher de consacrer du temps à l'enseignement privé. Le fait est que voilà, ces dîners n'existaient pas pour moi. En revanche, certains membres de mon cabinet, oui, avaient un dialogue régulier sous cette forme pour discuter. En général, je crois que le principal sujet abordé dans ces cas-là, c'est la mise en œuvre des réformes, justement, dans l'enseignement privé. Alors, l'occurrence catholique qui est très majoritaire, mais c'est vrai aussi des autres sous-ensembles de l'enseignement privé. Et un des enjeux majeurs, c'est surtout comment est-ce que les réformes conçues très souvent sur le modèle de l'enseignement public trouvent à s'appliquer dans l'enseignement privé. Il se trouve que justement, le SGEC n'est pas un syndicat. C'est un organe dont le statut est très difficile à décrire. Il est parfois décrit comme un lobby dans certaines notes adressées par exemple à votre successeur Pap Ndiaye. Voilà ma dernière question. Vous êtes à nouveau défini comme un républicain. Et vous êtes identifié, M. Blanquer, pour souvent, autour des enjeux de laïcité, intervenir dans le débat public. Le secrétaire général à l'enseignement catholique a ceci de très particulier et de très singulier, qu'il est nommé par la Conférence des évêques de France, qu'il est donc le représentant d'une autorité religieuse. Et nous constatons, depuis les débuts des travaux de cette commission, que ce représentant d'une autorité religieuse entretient très régulièrement des relations très étroites avec les cabinets successifs ou les ministres successifs de l'Éducation nationale. Ce ne sont pas des dialogues, comme on peut en comprendre dans la République, entre les représentants d'un culte et, par exemple, le ministre chargé de ces cultes. Ce sont des discussions suivies qui discutent de la mise en œuvre de politiques éducatives en la matière. Alors vous connaissez comment l'article 2 de la loi de 1905, qui dit que la République ne reconnaît aucun culte. Ce dialogue entre le SGEC et le ministère de l'Éducation nationale vous paraît-il porter atteinte à la loi laïque? Non, vraiment, en aucun cas. C'est-à-dire que d'abord, on reçoit tout type d'interlocuteurs, tout le temps, sur plein de sujets, y compris de différentes religions. La loi de 1905 n'interdit pas de parler avec des interlocuteurs qui ont un caractère religieux. Et par ailleurs, quand la discussion est avec le SGEC, c'est parce que le SGEC coordonne les sujets de l'enseignement catholique. Donc c'est tout à fait normal. Le président Mitterrand recevait le secrétaire général du SGEC au moment des discussions sur la loi sur l'enseignement privé. C'est vraiment inscrit dans nos coutumes pour des raisons tout à fait valables, qui sont que cet organisme supervise l'enseignement catholique, qui lui-même est une part très importante de l'enseignement privé. Mais je recevais aussi les représentants de l'enseignement juif, l'enseignement protestant. L'un des sujets, puisqu'on a parlé de l'enseignement musulman, mais ça nous renvoie plus généralement au culte musulman en France et à son organisation, c'est que vous n'avez pas d'un véritable interlocuteur unifié sur ces questions. Et que s'il y en avait un, ça faciliterait certainement grandement les choses. Avec un côté, à chaque fois, pour ce type d'interlocuteur, catholique, juif, protestant, la dimension là aussi de régulation. C'est-à-dire que justement, le fait qu'il supervise un ensemble d'écoles fait qu'il se porte aussi garant finalement du fonctionnement du système. Donc non, et alors, il se trouve que je les voyais très peu, mais si je les avais vus beaucoup, je n'en aurais absolument pas honte. Mais il se trouve que par ailleurs, je les voyais fort peu, oui. D'accord, nous vous remercions. Monsieur Reynaud, mais vraiment très rapidement, parce que nous avons une autre audition juste après. Je vous remercie de votre réponse première. Je vous ai posé la question parce que je ne voudrais pas qu'on reproche à cette commission de ne pas parler des victimes, comme ça a été reproché par le Premier ministre hier. Mais n'y voyez pas vraiment quelque chose de personnel vous concernant. Mais vous avez dit que vous n'aviez pas été témoin, j'en prends acte. En revanche, ce dont nous sommes tous témoins, c'est que votre successeur, M. Pap Ndiaye, a commandé un rapport sur cet établissement Stanislas au regard des signalements qui ont été faits, notamment à caractère homophobe et sexiste. Ce rapport a été remis ensuite à Gabriel Attal, qui est maintenant, nous avons eu l'occasion de le compulser.
Vous avez eu raison tout à l'heure de rappeler que ce qu'il convient ici, c'est d'essayer de déconstruire et de comprendre comment est-ce que ces violences systémiques se mettent en place dans des établissements, en l'occurrence privés, confessionnels, tel que l'angle qui a été adopté sur un certain nombre d'entre eux qui ont été pointés par les associations de victimes. Ma question, c'est comment est-ce qu'il est possible que, en tant que ministre qui avait fait un quinquennat entier, n'ayez pas eu le réflexe de commander un rapport qui a été fait par votre successeur? Est-ce que le ministre que vous étiez ou les services qui étaient sous votre autorité n'avaient pas eu connaissance de ces signalements, de ces plaintes, de ces interrogations, de ces témoignages? Ou est-ce que finalement ce n'était pas un sujet? Comment est-ce que finalement ça existe? Puisque manifestement aujourd'hui nous savons que bien avant votre arrivée au ministère de l'Éducation nationale, ces violences existaient et elles n'ont pas fait l'objet d'un rapport, ni par vous, ni par vos prédécesseurs, indépendamment de la qualité des élèves qui sortent de cet établissement. Vous en avez rappelé un, il y en a bien d'autres, d'ailleurs certains qui sont malheureusement pas la même gloire. Mais c'était ça dans ma question. C'est la question systémique qui m'intéresse en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale. Bien, et puisqu'il s'agit de la dernière question, c'est l'occasion de dire aussi que, vous savez, vous pouvez prendre toutes mes décisions, tout ce que j'ai fait, tout sujet confondu, y compris pendant la crise sanitaire, par exemple, mais sur les sujets de violence aussi, je n'ai qu'un souci, et c'est encore le cas aujourd'hui. Évidemment, je n'ai pas les mêmes responsabilités, mais c'est l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire qu'un pays qui va bien, c'est un pays qui fait attention à ses enfants. Ça peut paraître d'une immense banalité, je ne doute pas que vous partagez cette conviction, mais au fond, cette conviction qui paraît simple et normalement totalement consensuelle, en réalité, dès qu'on arrive aux travaux pratiques, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, prenez la crise sanitaire, certains avaient d'autres sujets que l'enfant dans la tête. Et vous pouvez prendre chacune de mes décisions, macro-décisions, micro-décisions, toutes sortes de décisions. Ce que j'ai toujours à l'esprit, c'est les enfants. Et quand nous parlons de ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, la seule chose que j'ai en tête, c'est la protection des enfants. C'est d'ailleurs pour ça que quand on part ensuite vers les questions, disons, un peu plus politiques, sur qui doit avoir des contrats, évidemment, derrière, à la fin, il y a l'intérêt de l'enfant, mais je crois que c'est très important de se concentrer sur cette question des violences physiques et sexuelles, qui est quelque chose de totalement intolérable et totalement lamentable dans notre histoire, finalement, en France comme ailleurs. Et là, et de ce point de vue-là, on peut se réjouir de l'espèce de prise de conscience qui existe aujourd'hui. Et donc, toute chose qui a pu me passer sous les yeux où l'intérêt de l'enfant était en jeu, j'ai toujours réagi. Si j'avais eu quoi que ce soit qui me montrait qu'il y avait des enfants en situation systémique, comme vous le dites, c'est un mot quand même qu'il faut utiliser, je pense, avec parcimonie, parce qu'il faut démontrer que c'est systémique. Très souvent, moi, ce que je vois dans un certain nombre de cas, c'est des attitudes ignobles de la part d'individus. Alors, est-ce que c'est systémique ou est-ce qu'au contraire, c'est dû au fait qu'on n'a pas été assez, dans le passé, depuis des décennies, vigilant sur la nature des personnes qui interviennent dans des milieux où il y a des enfants? C'est à discuter, c'est un débat, etc. Je pense qu'il ne faut pas abuser de ce mot, mais en tout cas, vous ne prendrez jamais en défaut le fait que dans chacune de mes décisions, il y a eu ça. Et s'agissant de Stanislas, donc comme pour d'autres établissements, j'ai rien eu de particulier sous les yeux. Pour tout vous dire, je vous le dis en toute franchise, je voyais cet établissement que, c'est vrai, je connais bien, arriver premier dans les classements divers et variés qui sortaient. Donc j'avais plutôt l'impression que l'établissement allait bien. Et d'ailleurs, en tant que défenseur d'un système public puissant et fort, ça ne me faisait pas si plaisir que ça, parce que je me disais, attention, que se passe-t-il s'agissant du niveau général? Et donc c'est sous cette forme-là que ce collège, que par ailleurs je ne cherchais pas à regarder particulièrement précisément, parce qu'il faut, dans la vie, quand on exerce des responsabilités, objectiver au maximum ce qu'on fait, c'est sous cet angle-là que je l'ai vu. Si j'avais eu le moindre saisine j'aurais fait évidemment ce qu'il y avait à faire en la matière, bien sûr. Bien, nous vous remercions, Monsieur le Ministre. Nous avons terminé l'audition. Merci beaucoup. Merci à vous.